Bonjour, Sébastien Davidovitch, Sucy-en-Brie, rattaché à l'université Paris-Créteil. J'avais une question pour le réseau Vigilance. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des patients qui viennent suite à une tentative de suicide et qui refusent de voir quiconque, le psychiatre, le psychologue, l'hôpital, et qu'on va accompagner sur plusieurs semaines. Et pour l'instant, je n'ai pas fait partie des 48% pour lequel ça s'est mal passé. Mais j'aurais voulu savoir s'il était possible pour nous, médecins généralistes, d'accéder au réseau Vigilance, de les appeler, de dire j'ai un patient qui ne sera pas suivi et ne passera pas par l'hôpital, et ce qui peut être inclus dedans. Alors, on sait qu'il y a environ 40% des tentatives de suicide qui ne passent pas par l'hôpital. Je disais tout à l'heure 80 000, environ 90 000. On sait que de toute façon, c'est déjà sous-coté aux urgences. Donc, de toute façon, il y en a plus. Et en plus de ça, on a 40% qui ne passent pas. Donc, la philosophie de vigilance, en tout cas, nous, en local à Lyon, c'est qu'il puisse y avoir des entrées dans le dispositif, pas uniquement par les urgences, mais que ça puisse se faire par d'autres canaux. Et donc notamment par, j'allais dire, l'ambulatoire au sens large. Et donc nous, on accepte tout à fait les inclusions depuis les médecins généralistes, puisque vous avez un rôle pivot pour ces patients. Et en plus de ça, le fait d'avoir quand même le soutien par vigilance va favoriser, et pour vous et pour le patient ou la patiente, une prévention efficace. Donc en tout cas, nous à Lyon, on y est tout à fait favorable et on fonctionne comme ça. Après, il faut voir avec son centre vigilance local. Il y en a un peu de partout maintenant en France, dans tous les départements. Donc le mieux, c'est de les contacter, de voir avec eux comment ça peut se faire. Mais à mon avis, ils seront tout à fait favorables. Merci. Merci. Juste pour trouver les contacts des centres vigilance au niveau local, il y a un site internet, j'imagine, global. Eh bien, je crois qu'ils ont sorti le site internet la semaine dernière. Et donc, il me semble que voilà, normalement, on doit le trouver. Ouais. Merci. Sinon, par l'ARS. Bonjour. Charlotte Labrune, je suis médecin généraliste maître de stage à Saint-Palais dans le Pays Basque. Nous aussi on dit chocolatine. Et j'ai entendu que vous vouliez faire un peu de controverse pendant ce congrès. Donc je démarre. Est-ce que c'est pas un peu anachronique de parler de prévention du suicide à l'heure de la proposition de suicide assisté ? Et est-ce qu'on a déjà réfléchi à l'impact sur les médecins généralistes de justement ce type de pratique ? Merci pour cette question facile. Mais mais qui est très importante. Non, mais c'est une vraie question. Alors, il y a différents niveaux de réponse. Il faudrait qu'on y passe très longtemps. Et voilà, mais je vais faire un point épidémiologique sur la question. Les pays qui ont mis en place l'aide active à mourir ou le suicide assisté, nous on n'aime pas trop ce terme de suicide assisté en prévention du suicide parce qu'il mélange de réalité, mais en tout cas, qui ont mis en place ce type de dispositif, il n'y a pas eu d'effet ni d'augmentation ni de diminution des taux de suicide. C'est-à-dire qu'on pourrait soit se dire, du coup, y a des gens qui se suicident parce qu'il n'y a pas l'aide active à mourir, et du moment où on la met, ils vont plus se suicider, c'est pas ce qui se passe. Ou on pourrait avoir la crainte dans l'autre sens de se dire, si on autorise l'aide active à mourir, on ouvre la voie en fait au suicide de manière générale, avec effectivement des collègues qui disent, mais prévention du suicide, mon pauvre garçon, ton métier il est bientôt fini, quoi. En gros, ça sert plus à rien. Et on n'a pas non plus cet effet-là. On a l'évolution habituelle, donc sans doute que c'est quand même des réalités épidémiologiques et cliniques qui sont différentes. Après, au-delà de ça, il y a la question plus sociale et philosophique qu'il y a derrière, ou éthique même, j'allais dire, de se dire, mais est-ce qu'on n'ouvre pas justement cette porte-là en disant, si on l'autorise d'une certaine manière, comment est-ce qu'on peut le prévenir par ailleurs? C'est sûr que c'est une ligne de crête qui est pas évidente, qu'on essaye avec notamment l'Observatoire national du suicide a fait une note là-dessus, le GEPS aussi essaye de travailler cette question-là. Il faut qu'on arrive à trouver une crête qui soit assez pragmatique, de dire tout ça on va faire en fonction de ce qui se passe, et de tenir notamment sur la question des termes. Donc nous on tient beaucoup au fait de ne pas dire suicide assisté pour ne pas confondre les deux, et de partir de cette idée que si ça doit venir à arriver, c'est sans doute pas les mêmes besoins, pas les mêmes populations, pas les mêmes cliniques, et que dans le champ de la prévention du suicide, il y aura de toute façon toujours des besoins et du travail à faire pour ces populations-là, et que de toute façon, ça n'empêchera pas les efforts nécessaires en prévention du suicide. C'est un peu rapide comme réponse, parce que ça nécessiterait d'être plus long. Il y a des enjeux éthiques très forts sur au nom de quoi on empêche le suicide, etc. Mais on ne peut pas se lancer dans tous les débats, mais c'est une controverse ou un débat en tout cas très, très important. Merci de l'avoir soulevé. Merci beaucoup. Une autre question, peut-être ? Oui. Je vous en prie. Bonjour, Julien Dumortier, je suis sur l'île et nous on mange des petits pains au chocolat. Passons. Oh. Oui.
Merci d'abord pour votre intervention sur cette plénière. J'avais une question sur donc vous avez parlé de vigilance en post-prévention. Est-ce qu'il y a aussi des réseaux locaux, peut-être qu'on ne connaît pas, de patients, pour les patients qui sont suicidants ou qui ne veulent pas ou qui ont peur de passer par un psychologue, un psychiatre ou un médecin généraliste? Est-ce qu'il y a des réseaux locaux qui sont fort développés de patients, qui parlent entre patients? Et pour préciser la question, des groupes de soutien, un peu comme dans les addictions, oui. Mais pour des patients qui seraient suicidaires. Je fais que répondre, pardon. Vous voulez, non? Alors, à ma connaissance, pas en suicidologie spécifiquement, mais par contre, il y a des groupes d'entraide en santé mentale, notamment les GEM, les groupes d'entraide mutuelle qui sont très forts. C'est sûr que la question du soutien par les pairs prend de plus en plus de place. Nous, on a un père aidant, par exemple, dans mon service de prévention du suicide. Mais je ne vois pas à ce jour encore de réseaux locaux. Par contre, il y a au niveau national et international vraiment une dynamique de partir des témoignages, des expériences vécues. Il y a notamment un projet qui s'appelle Les Ulysses, qui est né plutôt du côté de Poitiers, où l'idée c'est vraiment à partir de témoignages et d'expériences vécues d'apporter une aide un petit peu indirecte aux personnes qui sont en crise suicidaire, avec cette idée que apporter de l'espoir dans ce moment-là, entendre parler des personnes qui, mais voilà, un petit peu comme effectivement dans le champ de l'addiction, des personnes qui ont pu passer par des conduites suicidaires à un moment donné de leur vie et qui s'en sont sorties, ça aide. Donc les Ulysses, comme Ulysse le grand voyageur de la mythologie, et donc vous trouvez ça pareil en ligne, et ça permet d'apporter du soutien et de l'aide aux personnes concernées. Mais par exemple sur la plateforme Espoir, ce qui marche le mieux c'est la partie témoignage. C'est ce que les gens vont le plus voir. Il y a ce besoin de communauté d'expérience, où un papa qui a perdu sa fille me disait le jour de communauté de destin, de retrouver des personnes qui vivent la même chose, parce qu'il y a un côté existentiel aussi dans le suicide qui est très fortement présent, et il y a besoin de se rattacher à d'autres personnes qui ont traversé ce moment existentiel difficile. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Alors j'ai du mal à voir si... Oui. Il y a d'autres questions. Par oui, ici. là-bas. Ouais. Pardon. Moi, j'avais peut-être deux questions. Une question pour notre sociologue. Est-ce que vous savez pourquoi nos agriculteurs se suicident plus que les autres? Et l'autre question, c'était plus aussi pour notre psychiatre. On est de plus en plus amené, vu l'état de la psychiatrie, à faire des suivis de patients ayant des troubles psychiatriques, des troubles psychotiques, des troubles bipolaires, des troubles de la personnalité borderline. Donc des gens au risque de suicide. Et dans le suivi, quelle stratégie on peut mettre en place dans la question? Est-ce qu'on pose systématiquement la question, est-ce que vous avez eu envie de vous suicider ces 3 derniers mois? Ou comment est-ce que c'est géré ça par vous, les psychiatres, cette question-là? Alors on commence peut-être avec la réponse sur les agriculteurs. Oui, merci pour cette question. Alors, il y a en France un sociologue qui s'appelle Nicolas Desfontaines et qui est spécialiste de cette question du suicide chez les agriculteurs. Il a par exemple publié un article dans le numéro spécial de Déviance et Société sur la sociologie du suicide dont j'ai parlé pendant ma présentation. Donc si vous lisez Nicolas Desfontaines, vous aurez une réponse beaucoup plus calée que la mienne. Il me semble que chez les agriculteurs, il y a beaucoup la problématique de l'endettement et puis des exploitations qui périclitent étant donné les difficultés économiques du secteur de l'agriculture, qui font que beaucoup d'agriculteurs se retrouvent dans une situation où ils ont l'impression qu'il n'y a plus de voie de sortie, quoi. Qui est une émotion ou une perception très, très commune chez les personnes suicidantes, combinée au fait que c'est aussi une population qui n'a pas de facilité à chercher de l'aide auprès de professionnels de la santé ou autres. Donc ça, c'est un peu les deux facteurs essentiels, mais voilà, il y a des données un peu plus fouillées sur le sujet si vous le souhaitez. Et sur la question du rôle des généralistes, si j'ai bien compris tout à l'heure la diapo, il faut aller à des anniversaires où il y a des psychiatres pour essayer d'en trouver. Si vous laissez le mien la semaine prochaine, je peux tous vous inviter. Ça va être compliqué. Non, c'est vrai que vous vous retrouvez effectivement de plus en plus en première ligne, et c'est un vrai problème, surtout dans les entre guillemets déserts médicaux. Donc ça pose la question de comment faire. Il est évident, c'est ce que disait Johan, qu'il ne faut pas rentrer dans quelque chose qui serait une checklist répétée où vraiment le patient se dit mais ok, de toute façon je sais qu'il va me poser la question au bout de tant de minutes de telle manière. Donc il faut être dans quelque chose qui est beaucoup plus souple. Les Anglais ont une vision où ils disent passer ce qu'ils appellent le risk assessment au risk management, donc passer de l'évaluation
entre guillemets la gestion, mais le terme n'est pas joli, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, la première fois qu'on voit un patient, bon, il faut qu'on ait un temps d'évaluation, mais comme pour tout, j'allais dire, de manière générale, comme en santé mentale ou santé physique. Et puis ensuite, on va être plutôt dans une co-gestion, j'allais dire, de cette question-là. Donc en disant, la dernière fois, on l'avait abordé, vous vous souvenez, la question du risque suicidaire, où ça en est? J'aimais bien aussi la question, quelles sont les nouvelles? Enfin, c'est-à-dire que voilà, il faut être dans quelque chose qui est souple et qui va aller en fonction de la personne. Il y a des gens qui vont être très à l'aise de parler de ça, qui même spontanément vont le dire, qui vont dire, vous savez, docteur, on en avait parlé, voilà où j'en suis. Et puis d'autres personnes où ça va être un peu compliqué. Ce qui est certain, en tout cas, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, les facteurs de risque en lien avec les troubles mentaux, ils sont forts. Et donc, effectivement, il faut pouvoir poser la question. Notamment, j'attire votre attention sur les jeunes au début des troubles psychotiques. C'est une période très, très à risque. Si vous suivez un jeune après un premier épisode psychotique, alors, il y a de plus en plus de services dédiés, mais je sais qu'encore une fois, c'est inégalement réparti sur le territoire. Mais voilà, ça va être des périodes particulièrement à risque. Donc ce qui est important aussi, c'est d'être attentif à ces facteurs de risque, parce que même si individuellement, leur poids peut être un peu différent qu'à l'échelle populationnelle, quand même, un homme de 44 ans au chômage, qui vit une rupture, etc., là, on va être quand même plus attentif. Un jeune qui vient de faire un premier épisode psychotique, on va être plus attentif, etc. OK. Bonjour, docteur Monica Negre, journaliste dans le 77. Sur 2 des diapos, il y avait un pourcentage important de consultations chez le médecin précédent le suicide. Qu'est-ce qu'on fait de cette info-là? Est-ce qu'il faut qu'on se sente visé, dans le sens où on peut faire encore plus, à part nos patients diabétiques, insuffisants cardiaques, tout ça? Et sur le versant des patients qui peuvent nous traumatiser à travers leur suicide, est-ce qu'il y a quand même des patients qu'on pourra quand même pas sauver? Et c'est quoi le profil éventuellement? Sur la première partie de la question, je pense que ça nous invite à avoir en tête la nécessité d'en parler, la nécessité de poser la question, et avec aussi cette idée que ça peut venir légitimer et nous faciliter la tâche, parce que finalement, on ne pose pas la question comme ça juste par curiosité, mais je vais vous poser une question parce que on sait que c'est un risque qui est majoré dans des situations comme la vôtre, donc c'est pour ça que je me permets de vous demander, est-ce que vous avez des idées suicidaires, est-ce que vous pensez à la mort? Je ne sais pas si on a plus de chances de sauver les patients, je pense que c'est plus une question épidémiologique, oui. Je voulais juste compléter par rapport à cette idée de poser la question et d'explorer les idées suicidaires. Donc, ce ne sont pas des données que j'ai montrées là, mais au réseau, en fait, quand les médecins nous remontent des cas, ils vont répondre à un questionnaire associé au cas. Et parmi les questions qu'on leur pose, on leur demande s'ils avaient pensé à explorer les idées suicidaires chez la personne qui a fait une tentative de suicide ou un suicide. Et en fait, la majorité à l'heure actuelle n'a pas pensé à poser la question, donc c'est absolument pas pour culpabiliser ou quoi que ce soit, mais c'est pour dire que avec ce chiffre, ce qu'on peut faire, c'est que une grande partie des patients à risque sont là et qu'on peut améliorer le recours aux outils et puis juste poser la question. En fait, c'est un outil extrêmement puissant qui est encore très peu utilisé. Par contre, si on veut voir quelque chose de positif, dans nos analyses, on voyait qu'il y avait une augmentation dans le temps. Les médecins posent de plus en plus la question, et encore plus depuis la pandémie, notamment dans les groupes à risque. Donc malgré les difficultés démographiques, on s'améliore. Une dernière question peut-être, il est 50, on va... Ah, je ne vois pas. Ou 2. J'avais déjà posé une question, mais je recommence. Donc, Sébastien Davidovitch, ouais. Je voulais juste savoir par rapport à l'intelligence artificielle et l'utilisation de ChatGPT, comment est-ce que les gens utilisaient en termes de prévention, s'il y avait de la donnée pour les aider dans leur souffrance, ou j'en discutais avec mon voisin pour les aider dans la réalisation de leur suicide. Alors, il y a eu un cas qui a fait grand bruit d'un adolescent qui aurait été aidé par ChatGPT pour passer à l'acte. Bon, l'enquête est en cours, mais il semblerait que ce soit une réalité, que ce soit le cas. Il y a eu du coup un travail qui a été fait, alors, je ne sais pas exactement, je n'en étais pas, mais pour qu'aujourd'hui ChatGPT ait plutôt une démarche de prévention. Et nous, on le voit très clairement, on a une flambée de personnes, notamment de jeunes, qui appellent le 3114 parce que ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles leur a dit d'appeler, parfois à bon escient et puis parfois presque un peu trop tôt par rapport...
voilà, sur une santé mentale altérée mais sans crise suicidaire. Mais en tout cas, actuellement, ChatGPT est plutôt aidant, mais encore une fois, à mettre en perspective avec ce cas très, très questionnant qu'il y a pu y avoir. Il y avait une dernière question, je crois, et la toute dernière. Est-ce que la tentative de suicide peut être un moyen aussi d'entrer dans un suivi, dans une prise en charge? Moi, il m'est arrivé une fois avec un ado de me dire, en fait, j'espérais presque qu'il fasse une TS pour enfin arriver aux urgences et qu'en fait, au moins, il y a quelqu'un qui le prenne en charge. C'est un peu dommage de penser comme ça, mais est-ce que du coup la TS peut être un mode d'entrée dans une prise en charge adaptée? Ouais, j'ai fait une conférence là-dessus la semaine dernière. La crise peut être clairement un mode d'entrée et un mode au moins de révélation des besoins pour la personne elle-même parfois, pour les proches, pour le système de santé. Être attentif aussi au fait qu'une TS peut être le signe d'autre chose. Par exemple, 15 à 20% des premiers épisodes psychotiques débutent en réalité, ou sont pris en charge à l'occasion d'une TS. C'est-à-dire qu'on a un jeune aux urgences qui a fait une TS et puis en fait quand on creuse on se rend compte qu'il y a un premier épisode psychotique. Donc ça peut tout à fait être une modalité. C'est fort dommage qu'on en arrive là, mais c'est certain que ça entraîne une entrée dans les soins, notamment dans vigilance, etc. Et que ça va entraîner derrière un certain nombre de choses. L'enjeu c'est quand même d'être en amont, mais c'est sûr que la crise c'est pas que négatif, ça permet aussi d'enclencher à la fois un parcours de soins, mais aussi une réflexion sur ce qui se passe, une compréhension. On est sur des modèles d'approche compréhensive de la crise, de tous les facteurs, et notamment des facteurs de résilience qui peuvent aider. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense qu'on va clôturer pour avoir une petite pause dans la prochaine session. Vous pouvez applaudir nos orateurs qui ont été quand même brillants.